Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Conseil européen réaffirme l'immense valeur que l'Union européenne attache à son partenariat stratégique avec le Maroc, après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, aient réaffirmé la grande valeur qu'ils attachent à leur partenariat avec le Maroc. C'est à travers la plus haute instance de l'Union européenne que les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont souligné la nécessité de préserver et de renforcer le partenariat avec le Maroc dans tous les domaines de coopération bilatérale. Cette déclaration faite par l'ensemble des leaders européens porte un nouveau coup dur et sans appel aux pressions et ingérences que tente encore d'exercer l'Algérie. Je rappelle que les 27 États de l'Union européenne, par la voix de leur diplomatie, ont tout de suite réagi et manifesté leur mécontentement contre la récente décision de la Cour de justice européenne impliquant l'annulation des accords agricoles et halieutiques avec le Maroc. Une position politique des 27 qui se veut donc claire, unanime, ferme et sans équivoque. Avec nous pour en parler ce soir, M. Zakaria Abou-Dahab. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir Madame Khemlichi, merci beaucoup. Une position donc des 27 membres de l'Union européenne, une position claire, affirmée, ferme et sans équivoque, comme je viens de le dire en préambule. L'Union européenne qui rappelle donc à nouveau l'immense valeur qu'elle porte à ce partenariat stratégique avec le Maroc. Quelle est la symbolique de ce message d'une Europe unie ? La symbolique, c'est que l'Union européenne, avec ses 27 États membres, mais aussi avec ses institutions, ne compte pas abandonner le partenariat d'exception avec le Maroc, constitué depuis, faut-il le rappeler, 1969, en passant par 76, 88, 95 et au-delà, statut avancé 2008. Et on pourrait parler de beaucoup de choses. Premièrement, pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un cumul et des résultats tangibles sur le terrain. Deuxième aspect, c'est que l'Union européenne aussi, dans cette démarche, ne voudrait pas aussi se séparer d'un partenaire fiable, crédible au niveau de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée du Sud et de la Méditerranée occidentale. Et que troisièmement, ce sont des messages qui, à mon sens, politiquement rassurent sur la nécessité de préserver ce partenariat multidirectionnel et que quand bien même aujourd'hui, le monde et l'Europe, de façon générale, connaissent des turbulences géopolitiques parce que dans les conclusions du Conseil européen, tenu hier, donc c'est l'instance la plus haute au niveau de l'Union européenne, il était question de parler de l'Ukraine, la Moldavie, de la Géorgie, de l'Iran, du Liban, de la Palestine, etc., etc. Et on voit que le Maroc, on lui a réservé quand même un paragraphe, je crois, c'est le paragraphe 51 des conclusions de ce Conseil européen, ce qui montre un attachement d'abord à ce partenariat. Et quand on dit la grande valeur que l'Union européenne accorde à ce partenariat, par la voix même du Conseil européen qui est présidé par, on le sait, M. Charles Michel, qui est un Belge, instance, cela, à mon sens, nous montre cet attachement. Il faut dire que le Conseil européen, hier, avait mentionné quand même, et ça c'est important, Mme Khemlichi, les membres de l'Union européenne, donc les États membres, les chefs d'État et de gouvernement, prennent note de la décision et ne prennent pas acte. Oui, et ça, je crois, ça a une symbolique, ce que vous avez mentionné d'entrée de jeu, ce qui fait qu'il y a des choses qui vont se préparer, qui se préparent, qui vont se préparer. Donc un message fort, en tout cas lancé par les 27 membres de l'Union européenne. Les chefs d'État et gouvernement ont rappelé, je cite, que le Conseil européen et le Conseil continueront à définir la politique étrangère conformément au traité en tant que prérogative souveraine des États membres. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est très intéressant parce que c'est vrai que quand j'ai lu ça, je m'étais posé des questions parce que ça demande une certaine interprétation. D'abord du point de vue de l'ordonnancement normatif au sein même de l'Union européenne et en même temps par la signification que les rédacteurs voulaient accorder à ce paragraphe et à cette mention-là. Moi je crois, Mme Khemlichi, ça renvoie au 4 octobre même, jour de l'adoption de ces décisions, lorsque Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, mais aussi le représentant
de la politique étrangère et de la sécurité, M. Josep Borrell, ont repris un principe que les juristes connaissent très bien, pacta sunt servanda, et donc la loi, le contrat, c'est la loi des parties. Donc finalement, maintenant, on va dire que, quelque part, soit on va vers la refondation donc, des accords antérieurs, on parle des accords de la pêche sur la pêche et les accords sur l'agriculture, de sorte qu'ils soient plutôt en conformité avec la décision de justice, sans abandonner une parcelle de l'intégrité territoriale du Maroc. Et deuxièmement, on pourrait par extension dire qu'il s'agit là d'un rappel émis par le Conseil européen à l'adresse des juges de la Cour de justice de l'Union européenne que, de toutes les manières, la politique étrangère européenne, quelle qu'elle soit, globale, sectorielle, il y a la politique européenne de sécurité commune, de défense, etc., est déterminée par les traités. Quels traités? Les traités fondateurs. Le dernier en date, c'est le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009 et d'ailleurs avait renforcé les pouvoirs du Parlement, etc. Et donc finalement, c'est comme si, on va dire que de toutes les manières, il faudrait coller à l'esprit même de l'Union européenne et à ces traités pour chercher la justification et la motivation, mais également la base légale et légitime pour continuer ce partenariat d'exception avec le Maroc. Oui, puisque vous parlez aujourd'hui de motivation, donc avec cette prise de position qui est aujourd'hui quand même assez ferme, assez claire, une position unanime, et avec cette succession de soutien apporté au Maroc par les nombreux pays, donc tous les pays membres de l'Union européenne, mais aussi les nombreuses instances, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, c'est-à-dire la liste est longue. Rarement des décisions de la Cour de justice ont suscité autant de mécontentement. Alors pourquoi cette décision qui semble aller carrément contre l'intérêt de chaque pays membre de l'Union européenne? On ne comprend pas. Oui, tout à fait. Il faut dire quand même que la Cour a ce privilège de contrôler les actes juridiques des institutions européennes, y compris même ceux du Parlement. La Banque centrale européenne, le Conseil économique et social, plus le Conseil de l'UE, plus la Commission européenne. Mais il ne saurait, ou elle ne saurait, la Cour contrôler les actes émis par le Conseil européen. Pourquoi? Parce que c'est la plus haute instance au niveau de l'Union européenne et c'est lui qui donne ce qu'on appelle les impulsions nécessaires et les grandes orientations. Et par la suite, on va traduire cela soit sous forme d'actes réglementaires, soit sous forme de directives, d'orientations, recommandations, etc. Premièrement, je crois qu'il y a là une interprétation stricto sensu du droit formel, un peu canonique, dans un enfermement malheureusement qui est idéologique, et que les juges n'ont pas eu soit la sagesse, soit encore l'audace, je veux dire intellectuelle, on est autorisé aussi à critiquer, on fait ce qu'on appelle le commentaire d'arrêt, d'aller au-delà de cette vision très étriquée des choses. Alors que plutôt l'Union européenne est une institution qui prend en considération non seulement les considérations de droit, mais également les considérations d'équilibre, de la géopolitique, de la réalité sur le terrain, l'effectivité. Quelle est cette réalité? C'est que le Maroc est un stabilisateur, c'est un allié sûr, c'est un développeur, c'est un allié, je l'ai dit tout à l'heure, qui est sûr et crédible. Et par conséquent, il est incontournable pour l'Union européenne aujourd'hui de définir sa politique méditerranéenne au niveau du Sud et sa politique de voisinage. Sans le Maroc, cela est extrêmement important. Les Européens le savent très très bien et c'est la raison pour laquelle il me semble que malheureusement l'approche de la Cour n'était pas du tout au diapason de la réalité actuelle sur le plan géoéconomique, sur le plan géopolitique et même géostratégique. Le Maroc, donc un allié incontournable de l'Europe sur un plan en tout cas multidimensionnel, comme vous venez de le dire. Il y a eu cette réaction de l'Algérie qui a convoqué 12 ambassadeurs suite à l'appui au Maroc, manifesté par certains pays européens immédiatement au moment de l'annonce de cette décision. Cette Algérie qui aujourd'hui doit se sentir un petit peu peut-être isolée, rejetée au vu de ce soutien unanime des 27 pays membres. Va-t-elle convoquer maintenant les 27 ambassadeurs? L'Algérie qui, rappelons-le, tient à son statut d'observateur dans le conflit artificiel sur le Sahara. C'est d'abord, Mme Khourouchi, inédit parce que vous convoquez 12 ambassadeurs représentants des États de l'Union européenne parce que leurs pays respectifs, leurs États, leur gouvernement avaient pris une position favorable ou particulière par rapport à une question internationale ou régionale. Là, on peut se poser la question,
quelle est la compétence du pouvoir algérien par rapport à cette question-là. Un. Deux, que l'Algérie souvent dit qu'elle respecte le principe de non-ingérence, qui est un principe onusien, et qu'elle se contredit même avec ses déclarations. Et que troisièmement, de la sorte, à mon sens, l'Algérie trahit même sa posture, on va dire cachée, quand elle dit souvent qu'elle n'est pas partie concernée, elle est seulement une partie intéressée, alors qu'on voit directement, au vu et au su de tout le monde, qu'elle est plutôt l'acteur principal de ce conflit artificiel qu'elle entretient malheureusement contre vent et marée. Et aujourd'hui, moi je crois que sa posture n'est pas du tout audible. Et que voilà, elle se dévoile au grand jour. Aujourd'hui, les États ne sont pas dupes. Ils savent comment apprécier les situations. Et encore une fois, ça nous montre malheureusement que nous avons encore affaire avec notre voisin de l'Est. Nous espérons un jour que cette attitude puisse s'évaporer et que l'Algérie se résigne à la réalité et qu'elle sache aujourd'hui que son intérêt est plutôt à défendre une approche en termes d'intégration, de coopération, plutôt que de soutenir une cause vaine qui est celle du séparatisme. De multiples tentatives, en tout cas d'ingérence, qui se sont soldées aujourd'hui par un échec du côté de l'Algérie. Donc, aujourd'hui, maintenant, donc, quelles attentes et orientations pour l'avenir des relations Maroc-Union européenne suite à cette position unanime des 27 pays membres? Donc, le message politiquement parlant a été reçu. Il a été émis, je crois, rappelé à 3 reprises au moins, sinon à 4. D'abord par les États membres de l'Union européenne les plus stratégiquement importants, sans qu'il y ait hiérarchie entre les États, bien entendu, au sein de l'Union européenne. Deuxièmement, par la Commission et par le Conseil de l'Union européenne, par le haut représentant de la politique étrangère et de la sécurité et par le Conseil européen. Maintenant, la seconde étape, il s'agira, à mon sens, aujourd'hui, de définir un nouveau cadre qui tienne compte de toutes les manières de cette décision, mais il va falloir chercher non pas des subterfuges, mais plutôt des techniques juridiques qui permettent tout simplement de les intégrer tout en prenant en considération la pleine intégrité territoriale du Maroc. Moi, je crois, au nom du principe de l'effectivité, de la réalité, des intérêts bien compris des deux parties, on pourrait aller de l'avant. Moi, je crois que les prochaines années seront des années, je dirais peut-être même fastes, par rapport à l'apparition d'une nouvelle génération d'accords entre le Maroc et l'Union européenne. Merci à vous, Monsieur Zakaria Abouddehab. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir. Plaisir partagé, Madame Khemlichi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.